Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. L'ambassade américaine reprend ses activités. L'ambassade des États-Unis annonce la reprise de ses activités avec tous les services à l'appui. Une annonce faite quelques jours ou semaines après avoir alerté sur la situation sécuritaire du Mali. L'ambassade des États-Unis ainsi que certains pays européens dont l'Allemagne et l'Italie avaient annoncé que la situation sécuritaire s'est dégradée très rapidement au Mali, avaient alerté leurs ressortissants à vite quitter le territoire malien, et même par des vols commerciaux. C'est-à-dire tous les moyens étaient bons pour quitter le Mali parce qu'on n'était pas en sécurité. Et voilà, quelques jours après, on nous annonce la reprise des activités de l'ambassade des États-Unis. La France, de son côté, avait annoncé qu'elle ne fermerait pas son ambassade dans ce pays. Que s'est-il passé entre-temps? Est-ce que les terroristes sont repliés? Est-ce que les militaires maliens ont repris le contrôle de la situation? Pourquoi on n'informe pas sur peut-être un changement de situation avant d'annoncer la reprise des activités de l'ambassade? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Constant Lemou. Vous avez suivi avec nous cette situation au Mali. C'est vrai, selon les informations officielles, il n'y a pas encore de communiqué disant que les terroristes ont replié ou ceux qui voulaient encercler Bamako auraient fait demi-tour. Mais l'ambassade des États-Unis rouvre quand même ses services au public. Eh oui, c'est l'habitude de ceux qui lancent les attaques et ne réussissent pas. En réalité, c'est qu'il est parrain des terroristes. C'est les mêmes qui avaient déjà mis un plan de déstabilisation de Bamako. Que si vous avez suivi les chaînes qui couvrent le terrorisme en Afrique et particulièrement dans le Sahel, vous avez pu comprendre que ces chaînes ont annoncé la chute imminente du pouvoir de Bamako. Donc Bamako tomberait incessamment entre les mains des terroristes. Et ils le disaient avec beaucoup de ferveur, beaucoup de joie d'ailleurs, parce qu'ils savent bien qui est derrière ces terroristes. Et ces puissances, les États-Unis et les pays de l'Europe occidentale, ne sont pas passés par quatre chemins pour annoncer l'apocalypse à Bamako, donc au Mali. Le Mali tomberait le premier, après suivrait le Burkina et le Niger, parce que le plan de déstabilisation, c'est l'AES qui doit être reconquis par l'impérialiste pour poursuivre ses sales besognes. Et effectivement, nous l'avons tous constaté, sans avoir annoncé la position des terroristes, ces puissances qui avaient annoncé le retrait ou avaient demandé leurs ressortissants de quitter le pays ont plutôt repris les activités sur la pointe des pieds, sans bruit, comme si de rien n'était. C'est véritablement... C'est justement ce qu'on ne comprend pas. Entre-temps, a-t-on manqué un épisode? Est-ce que les militaires maliens ont repris le contrôle de la situation puisqu'ils avaient annoncé qu'ils travaillaient et que la situation devait venir à la normale dans les jours qui suivent? Ou bien est-ce que les terroristes ont décidé de replier? C'est pourquoi les États-Unis se retrouvent en confiance pour reprendre leurs activités à l'ambassade. Que s'est-il passé? En réalité, ces puissances n'ont pas pu mesurer la puissance, la montée en puissance de l'armée malienne. Malgré que les mercenaires venus des pays autres que les pays habituels, je veux parler des mercenaires venus de la Mauritanie, qui sont renforcés par les mercenaires d'autres pays, qui se sont positionnés le long de la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Malgré ce positionnement et l'alimentation en armement sophistiqué, eh bien, ils n'ont pas pu lancer leur attaque et ont tout simplement replié. Est-ce que c'est un repli tactique ou bien une renonciation? On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, ce plan de déstabilisation pour le moment a échoué. Parce que le Mali a montré sa force de défense et de riposte en cas d'attaque de cette envergure-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les États-Unis ou les autres puissances n'ont rien dit pour reprendre leurs activités? Eh bien, c'est à ces puissances, à leurs ambassadeurs, de répondre à cette question, puisque c'est eux qui avaient demandé à leurs ressortissants de partir.
Cela relance l'appel à la vigilance de tous les habitants du Sahel, de tous les habitants de l'Afrique occidentale, qui est la cible des mouvements terroristes soutenus et organisés par les anciens colonisateurs et les multinationales. Aujourd'hui, si jamais d'autres pays prenaient leur distance par rapport à ces pays occidentaux, c'est évident que ces pays tomberaient au plus bas niveau du développement et ils ne se laissent pas faire. Sauf que la liberté ne se donne pas. Si nous voulons garder notre liberté, il faudrait que nous nous armions suffisamment pour combattre les ennemis de notre souveraineté. Merci beaucoup. À vous, Constant Lemon. Louis Kamako, l'ambassade des États-Unis à Bamako a annoncé ce jeudi la reprise officielle de ses activités diplomatiques, de l'ensemble d'ailleurs de ses activités sur le sol malien. On se rappelle, il y a de cela 2 semaines, cette même ambassade appelait ses ressortissants, les ressortissants américains. Et je précise que ce n'était pas seulement les États-Unis, mais il y a eu également des pays occidentaux qui ont fait la même chose, qui ont appelé leurs ressortissants à quitter rapidement le Mali, puisqu'on notait une avancée des groupes terroristes avec les attaques par-ci par-là, pas très loin de Bamako. Mais 2 semaines après, bon, on n'annonce pas réellement un changement de la situation, mais les mêmes ambassades, ou du moins l'ambassade des États-Unis reprend ses services. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous y comprenez, vous? Non, ce que s'est passé, je crois qu'on n'a pas les éléments matériels pour statuer là-dessus, mais si vous lisez entre les lignes, je crois que M. Lemoy a lâché le mot tout à l'heure, c'est un plan de déstabilisation qui n'a pas réussi, ou bien qui n'est pas allé au bout. Parce que on l'a dit que la guerre contre les terroristes aussi, c'est une guerre de communication. Et c'est pour ça, dans certains pays, vous allez comprendre que les autorités ont opté pour l'omerta. Les autorités ne communiquent pas sur les attaques terroristes. Dans d'autres pays, les gens communiquent. Ils communiquent quand les forces armées, en fait, en grande victoire. C'est le cas du Mali. Et donc, à un moment donné, les autres également ont compris qu'il faut une communication du genre. Il faut des éléments, il faut des narratifs qui vont dans le sens du découragement ou bien qui créent la psychose au sein de la population. C'est pour cela, selon moi, à mon avis, qu'à un moment donné, ils se sont juste basés sur ce problème, bien sûr, cette pénurie de carburant pour créer ou bien pour envisager, pour parier sur le chaos malien. Pour juste nous dire qu'au Mali, il y a le chaos qui se profile à l'horizon pour dire que le Mali, c'est l'apocalypse en fait qui ne dit pas son nom, qui pointe son nez. Aujourd'hui, on a vu la capacité de résilience, une fois encore, des autorités maliennes. Parce qu'on a toujours dit sur ce plateau qu'on connaît à peu près la création ou bien on connaît à peu près l'origine en fait du terrorisme. On l'a toujours dit que le terrorisme c'est une création ou bien occidentale. Je ne veux pas juste m'aventurer sur ce terrain. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on voit des puissances étrangères. Ce que je dis ne se limite pas seulement aux États-Unis. Parce qu'on voit à peu près la réaction de pas mal de pays occidentaux dans cette crise-là. C'est des gens en réalité qui mettent le feu à la maison et interviennent en pompiers pyromanes. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est cette histoire, ou bien cette affaire relative en fait aux pénuries de créants n'a été juste qu'un alibi pour faire croire aux gens que la situation n'est pas aussi reluisante que ça au Mali. Parce qu'à un moment donné, on a juste noté les efforts incommensurables qu'abattent en fait les forces armées maliennes sur le terrain avec des victoires qu'elles ne cessent d'engager tout le temps. Donc quand c'est comme ça, quand il y a ce narratif, quand il y a cette communication-là, ça fait mal en fait à ceux qui alimentent ou bien ceux qui ravitaillent les terroristes. Donc il va falloir pour eux, ils ont justement trouvé bon de créer, de trouver ce plan-là pour justement déstabiliser psychologiquement les uns et les autres. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas marché parce que le Mali tient. Derrière le Mali, c'est toute une machine. Derrière le Mali, c'est toute une puissance. Derrière le Mali, c'est tout un peuple après tout. Donc, je crois qu'une fois encore, ces ennemis, en fait, de la souveraineté ont encore échoué.
Et pour moi, c'est encore une victoire d'État pour Assimi Goïta et l'ensemble de son gouvernement. À l'époque, je disais que ces puissances étrangères ou bien ces puissances occidentales gagneraient mieux en confiance en aidant plutôt le Mali à résoudre le problème de terrorisme. Et vous me disiez qu'il ne revient pas à ces puissances-là d'intervenir de temps puisque le Mali n'a pas formulé une aide dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis que les choses ne se passent pas comme ça. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Surtout que ces puissances-là, à un moment donné... Mais quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas intervenir sans l'accord du Mali. Ils doivent intervenir. Sans l'accord du Mali, non, mais je vous dis, je ne sais pas si vous avez suivi tout récemment la sortie du président américain Donald Trump, qui menaçait justement les autorités nigérianes. Nigérianes d'intervenir. Une intervention américaine au Nigeria sans l'accord des autorités nigérianes sera une déclaration de guerre. Mais je pense qu'il l'a fait juste parce qu'il se dit que il y a beaucoup d'Américains au Nigeria qui sont persécutés et dont leurs droits soient violés. Donc s'il le dit, attends, on peut faire ce débat, il n'y a pas de problème. Si le président américain le dit, ça veut dire que quelque part c'est faisable. Nous sommes en temps de guerre et il va forcément justement aller... Non, mais ce n'est pas question de Louis Kamako. C'est justement parce qu'il trouve que ces ressortissants-là lui valent plus que les yeux de la tête. Il tient, c'est-à-dire qu'il veut protéger ses ressortissants dans les pays étrangers. C'est pour cela, à mon avis, qu'il a pris la parole avec ce ton paternaliste-là à l'égard des autorités nigérianes. Et je crois que la même situation aurait pu être répétée au Mali, où justement à un moment donné on pensait que la sécurité du territoire aurait échappé aux autorités maliennes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui nous conforte dans notre idée selon laquelle ceux qui sont là et semblent en fait qui font semblant en fait d'aider le Mali sont plutôt eux qui alimentent les terroristes. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plan de déstabilisation qui a été orchestré, mais qui malheureusement a échoué. Constant Lemou, le plan a-t-il échoué ou plutôt sur un autre aspect du plan? Parce que moi, ce qui me retient beaucoup plus mon attention, c'est le silence. Après, le silence des autorités maliennes qui n'ont pas crié victoire, et les terroristes aussi qui n'ont pas crié à la défaite, mais les États-Unis qui changent de position. C'est comme si la situation était restée la même, et un troisième acteur a changé de position, ce qui pourrait laisser cours à plusieurs interprétations. Oui, tout honte but, je pense que les États-Unis et ses alliés occidentaux ont compris que le Mali d'Assimi Goïta n'est pas le Mali d'avant Assimi Goïta. Alors, n'oublions pas, M. Koumako, il y avait toutes ces forces-là au Mali et les terroristes avançaient chaque jour jusqu'à ce que les Maliens, le pouvoir militaire, demande à toutes les forces étrangères de quitter. Et c'est en ce moment que les Fama ont réussi à reconquérir le territoire, l'entièreté du territoire. Et finalement, c'est de façon sporadique que les terroristes, avec le soutien des pays vassaux, frappent de temps à autre et replient. C'est dans la même veine que cette vague d'attaque a été savamment préparée avec le soutien de ces pays vassaux, des pays limitrophes vassaux, qui ont accepté la traversée, le mouvement des mercenaires qui sont venus en appui au groupe terroriste pour attaquer Bamako. C'est sans compter avec la puissance de feu de Bamako et finalement l'équilibre de la terreur a fait que les agresseurs n'ont pas ouvert le feu, ils ont tout simplement replié. Maintenant, est-ce que c'est un plan reporté ou c'est annulé? Ce qui est sûr, les armées du Sahel sont toujours sur le qui-vive. Les armées du Sahel sont toujours sur le qui-vive et quiconque, quel que soit le pays limitrophe, qui accepterait une attaque à partir de son sol, va essuyer la puissance de feu des armées du Sahel. Ça, c'est clair. Et je pense qu'ils ont tous mesuré, tous ces pays ont mesuré les conséquences d'une attaque et ils ont tout simplement renoncé
ensemble avec leur pays de soutien. Il y a lieu de saluer la résilience de la population du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Il y a lieu de saluer le courage des pouvoirs de l'AES et nous souhaitons vivement que les autres pays africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, prennent conscience de la situation pour ne pas être abandonnés. Je parle des pouvoirs des pays limitrophes qui ont toujours tendance à prêter leur sol pour les bases d'attaque des pays du Sahel. Eh bien, ces pouvoirs seront tout simplement abandonnés par leur population. C'est ce que nous pouvons constater dans les jours à venir, si Dieu le veut bien. Alors, Bamako est-il épargné par la menace terroriste? Bamako n'est pas épargné. Bamako va toujours se préparer à d'éventuelles attaques et les repousser efficacement. Repousser efficacement et tenter d'éliminer le terrorisme, sauf que les pays limitrophes comme l'Algérie et la Mauritanie, se servant de base de ce terrorisme, est soutenu par les puissances qui financent. C'est ce que disent certains pays, mais ces pays ne reconnaissent pas cela. Ils ne peuvent pas reconnaître. Comment vous voulez que le voleur reconnaisse tout de suite qu'il a gardé l'objet perdu? Ce n'est pas possible. En tout cas, nous sommes confiants que bientôt, l'albinos noir dont on a parlé, le capitaine Traoré verra le jour et nous verrons ensemble la suite de ces mouvements terroristes et l'avenir des pays qui soutiennent le terrorisme, qu'ils soient en Afrique ou que ce soit des puissances occidentales. Que Dieu nous prête vie et bonne santé. Eh bien, l'Afrique est partie pour ne jamais retomber. Alors, si le Mali n'est pas encore épargné par la crise terroriste, là, il ne faut pas encore crier victoire suite à cette annonce des États-Unis. Tous les présidents du Sahel, tous les pouvoirs de transition au Sahel ont toujours reconnu et exhorté aussi bien les militaires que les populations civiles que ce combat sera un combat de longue haleine. Ce combat va durer dans le temps, va demander beaucoup d'investissement, beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Tant que le terrorisme n'est pas éradiqué sur le continent africain, eh bien, tous les pays qui ont pris sur eux d'être souverains seront toujours tentés pour voir si ils vont tomber ou non entre les mains des terroristes, donc entre les mains des impérialistes. Louis Kamako, en croit Constant Lemou, cette reprise des activités de l'ambassade des États-Unis n'est pas synonyme du retour à la normale de la situation au Mali. Non, mais dit que la situation est totalement... Du moins, avant l'alerte lancée le 28 octobre. Non, bien avant cela. C'est-à-dire qu'à cette période-là, moi, je faisais partie de ceux-là qui soutenaient que la situation n'est pas aussi alarmante que ça. Et on ne peut pas juste dire qu'il y a une simple pénurie de carburant et que dans le pays, c'est un cataclysme. Non, ce n'est pas ça. Je l'ai démenti aujourd'hui. Et à l'époque, les autorités maliennes n'ont jamais cessé de rassurer la population qu'ils ont, qu'elles ont la situation sous la main. Ils ont le contrôle de la situation. Donc aujourd'hui, cela ne prouve à suffisante qu'on a des autorités qui travaillent, et parfois de façon discrète, pour permettre en fait aux populations de vaguer librement à leurs occupations. Ça c'est mon analyse de la situation. Sinon, dire aujourd'hui que le terrorisme n'a plus son droit de citer au Mali, je pense que pas comme ça. Que ce n'est plus alarmant comme ils avaient alerté. Oui, justement, ce n'est plus alarmant, c'est-à-dire que l'État prenne le contrôle de la situation. Est-ce que l'État a pris contrôle de la situation? L'État a pris le contrôle de la situation. Quand on parle de la sécurité en soi, je pense qu'aucun pays n'est à l'abri. Totalement, ça totalement. Donc, c'était pas le Mali ou bien les États du Sahel, on en parle parce que il y a des attaques terroristes là-bas, mais quand vous sortez un peu de là, vous allez dans les autres pays, les attaques du genre sont monnaie courante. C'est juste parce qu'à un moment donné, on a décidé de se focaliser sur les États du Sahel, compte tenu en fait du contexte historique, ou bien du contexte historique ou bien politique, ou bien compte tenu en fait des rapports
qu'ils ont eu de par le passé avec les États étrangers ou bien avec les puissances étrangères. Donc aujourd'hui, toute cette mascarade-là, c'est en réalité pour nous dire que le Mali ou bien les États du Sahel ont mal fait d'avoir demandé le départ des troupes occidentales. Moi, je pense que tout se résume à cela. Donc, c'est des gens qui veulent nous faire croire que le Mali, à un moment donné, a fait un mauvais choix. Et en le faisant, ils veulent justement dresser ou bien dresser la population malienne contre les autorités. Heureusement que le message n'est pas passé et à un moment donné, les gens ont compris qu'il va falloir justement faire confiance aux militaires qui sont au pouvoir. Maintenant, dans ce dossier, bien dans cette situation, ce que moi j'apprécie, c'est la sagesse en fait des autorités maliennes qui n'ont pas su répondre par réciprocité. Parce que telle que la situation s'est présentée, ailleurs, les autorités ou bien les dirigeants auraient pu réagir par réciprocité en demandant hélico presto à ces ressortissants étrangers là de partir. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont gardé leur sang-froid, ils ont pris leur mal en patience, et juste parce qu'ils géraient dans les coulisses ce dossier. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un État qui s'est montré encore responsable et qui s'est positionné en fait à polir ses bonnes relations diplomatiques avec tous les pays. Parce qu'avec ça, je pense que c'est une reprise en toute sérénité des relations diplomatiques entre Bamako et Washington. Donc je pense que c'est un dossier qui est derrière, et aujourd'hui ce qu'on peut noter favorablement, c'est que ça donne raison à ceux qui ont déjà vu, ont déjà affirmé au départ que c'était un plan de déstabilisation, et puisque ça n'a pas marché, je crois que les autorités maliennes ne peuvent que s'en réjouir. C'est également une expérience pour eux, c'est également une expérience pour les dirigeants maliens, et qui doivent savoir qu'elles doivent veiller au grain et que l'ennemi ne dort pas, mais à chaque fois il invente des stratégies qui, justement, à mon avis, doivent être contrecarrées. Pour ajouter un peu, je pense que les autorités maliennes devraient prendre une disposition. Demander à tous ceux qui ont quitté à l'occasion de ne plus remettre pied au Mali. Ça, c'est d'un. Et de deux, l'ambassadeur qui a annoncé cette alerte soit déclaré personne non grata au Mali. Pourquoi? Parce que c'est son devoir aussi de protéger ses concitoyens. Très bien. Il a participé activement à cette guerre psychologique. Il a participé, et si possible, réussir à semer la zizanie, le chaos au sein de la population malienne pour favoriser l'arrivée des terroristes. Par conséquent, c'est un ennemi déclaré du Mali, et il ne devrait plus avoir droit de citer au Mali. Tous ceux qui ont quitté, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance aux dirigeants maliens, alors ils n'ont plus le droit de revenir. Qu'ils ne reviennent plus au Mali, parce qu'ils sont convaincus que, eh bien, c'est le terrorisme qui viendra chasser le pouvoir malien, et là, ils reviendront en force pour l'exploitation des richesses maliennes. Et les plus récentes découvertes suscitent véritablement de la convoitise et l'aigreur chez les puissances paternalistes, colonialistes, néocolonialistes. Non, moi je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire cela, parce que c'est ce qui prouve en fait la grandeur de l'esprit des dirigeants maliens. Aujourd'hui, le monde entier leur donne raison. Ils n'avaient pas eu besoin justement d'agir de la sorte, mais ils ont su garder leur sang-froid, comme je le disais, et ils ont prouvé à la face du monde que en réalité il n'y avait rien, et que ce ne sont que des chiens qui ont décidé d'aboyer. On a toujours dit que la case du menteur, on ne le brûle pas, mais on ne la brûle, la case du menteur, on ne la brûle pas. On la découvre toujours pour découvrir la vérité. Aujourd'hui, le monde entier a su comprendre que ce n'était pas ça.
la version officielle, c'était pas ça la version authentique, telle que les autorités ou bien les puissances étrangères le faisaient quoi. Donc je pense que, comme je l'ai dit, c'est un acte de sagesse, de responsabilité de la part des gens qui sont venus au pouvoir avec une vision, avec avec une vision justement qui va déboucher sur la souveraineté nationale. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal. La famille, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Le président Assimi Goïta a montré vraiment que le Mali a un garçon à sa tête. Est-ce que vous vous souvenez aussi qu'il y a de cela quelques semaines, les États-Unis ont demandé aux ressortissants maliens de verser une somme de entre 5 000 à 15 000 $ au trésor américain avant de venir aux États-Unis. C'est comme c'est une garantie de retour au cas où ces derniers ne retournaient pas dans leur pays, donc c'est-à-dire leurs fonds seront confisqués quoi. Vous voyez non? Et qu'est-ce que le Mali a fait? Le Mali a simplement répliqué. Et après quelques jours, on a eu une mise à jour du système américain et le Mali a disparu quoi de ces pays qui étaient sur la liste là. Au même moment, certains pays ont eu le même problème et n'ont pas réagi. Il y a par exemple le Togo qui était aussi dans la liste jaune là. Le Togo n'avait pas réagi. Il y a plusieurs pays, mais du moment où le jour où on a ajouté le Mali, on dit non, on va répliquer 100%. Et quand ils ont répliqué, certes, les Américains qui viendront au Mali vont certainement rentrer dans leur pays, il n'y a pas de souci pour ça. Mais les Maliens qui vont aller aux États-Unis, au moins la moitié sera tentée de rester. Mais comme ils ont une somme conséquente qui est de 15 000 $ gardée par l'État américain, ils vont chercher à rentrer dans leur pays. Mais les États-Unis aussi ont les intérêts à protéger au Mali et ils ont tellement de ressortissants américains au Mali. Ce qui fait que quoi, quand ces derniers aussi vont verser leur argent au trésor malien, le Mali peut tourner ça en 2 jours et gagner peut-être des intérêts avant de les retourner ça. Et heureusement que cette décision a été annulée par l'État américain. Tout ce qui s'est passé au Mali, c'est la faute de nos dirigeants, c'est la faute de nos frères. On a incendié les citernes qui transportaient le carburant la fois dernière. Et même si on nous dit que non, tout cela est causé par l'Occident, c'est financé par les Blancs et tout, oui, ce sont nos frères noirs qui ont pris les armes contre l'AES, qui ont pris les armes contre le Mali. Je ne comprends pas comment est-ce que toi, on viendra te convaincre d'aller incendier, aller brûler peut-être le village d'un voisin, le village de ton frère. Et tu fais ça avec fierté. Et on te remet des 10 000, les billets de 10 000 et puis tu es content. C'est dommage pour nous. Notre problème est très profond. C'est très profond. Parlons du Congo, du Gabon récemment. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon là. Les gars, ça laisse à désirer quoi. Si les gens ont renversé les pouvoirs en Afrique, ce n'est pas pour vous faire plaisir, hein. Les vrais renversements, ce n'est pas pour se faire plaisir. Regardez ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Avec le procès de Bongo Valentin, là, quand tu entends des fois des sommes, c'est que ton cœur tremble. On dit c'est qu'on appelle, on se demande est-ce que c'est le franc guinéen, mais c'est le franc CFA que nous connaissons. On parle de don une prime de 2 milliards pour c'est que bonus pétrolier, 2 milliards de francs CFA. Pour un adjoint, c'est comme je pense, directeur adjoint cabinet, 2 milliards de francs CFA, prime mensuelle de 80 millions. Les gars, ce n'est pas vrai. Et de temps en temps, des cadeaux de 200 millions. Ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 20 millions, 200 millions. On appelle des petites demandes en francs guinéens. Et quelqu'un nommé au Sénat, ou c'est pas des postes bizarres. Tu ouvres un compte en même temps 100 millions sur ça, le compte de ses enfants 100 millions, le compte de sa femme 100 millions. C'est qu'on se demande, est-ce qu'on fabrique l'argent au Gabon? Tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, là, ça doit servir de leçon
au chef d'État actuel. Tout peut changer. Tout peut changer. Et avec des dirigeants comme ça, les renversements vont toujours avoir lieu. C'est ce qu'on voit au niveau du Mali aujourd'hui. Et ça ne plaît pas à certaines puissances occidentales. Raison pour laquelle on passe par tous les moyens pour pouvoir renverser Goïta et ses frères, ses amis au niveau du Niger et au niveau du, comment l'appelle-t-on, Burkina Faso. Dieu reste Dieu. Priez pour la Côte d'Ivoire, priez pour le Mali, priez pour le Togo, priez pour le Bénin, pour que certains pays qui sont toujours complices aujourd'hui puissent changer de comportement et aider l'AES, aider le Sahel à combattre les terreurs pour qu'on puisse en finir avec cette question une fois de bon, les gars. Une fois encore, merci d'avoir visionné cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez pas de vous abonner, les gars, liker, partager, et j'espère qu'on va se capter dans une nouvelle vidéo, les gars. Bye bye.